Merci beaucoup à toutes et tous d'être là, nombreux pour cette présentation que nous allons faire, Simon Texier et moi, autour de cette notion de peuple dans la revue Histoire de l'Art. En fait, on a essayé finalement de présenter la revue en lien avec une des deux thématiques du festival. Et c'est vrai que l'autre thématique, on a regardé très vite, on ne trouvait pratiquement pas d'article. Donc on s'est dit que ça n'allait pas pouvoir être tellement possible. Alors que pour celui-ci, on avait, et Simon et moi, coordonné assez récemment des numéros que je vais vous montrer tous les deux. Le numéro travail et le numéro altérité, qui rentrait assez bien par contre dans la thématique, donc on s'est dit que c'était la bonne occasion de le faire. Les deux d'ailleurs sont en vente sur le stand de l'INHA, et puis on a aussi le numéro 30 ans qui est aussi en vente sur le stand de l'INHA. Très brièvement, je vais peut-être rappeler à ceux qui ne la connaissent pas la revue Histoire de l'Art. La revue Histoire de l'Art, c'est une revue qui s'est créée en 1988, donc nous fêtons le 30e anniversaire cette année. Elle a été créée à l'initiative du premier INHA, du premier Institut national d'histoire de l'art, et notamment portée sur les fonds baptismaux par Antoine Schnapper, Françoise Levaillant et Pierre Vess. Et elle a pour objectif, depuis sa création, de publier les travaux des jeunes chercheurs. Alors depuis 30 ans, les jeunes chercheurs qu'elle a publiés sont restés jeunes, mais sont devenus toujours chercheurs aussi, mais ont pris d'autres postes. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir, par exemple, qu'un Jean-Luc Martinez, un Michel Poivert, un Éric de Chasset ont publié leurs premiers articles dans la revue Histoire de l'Art, et puis maintenant, bien sûr, ont été appelés aux destinées que nous leur connaissons et dont nous sommes très heureux. Ça, je crois que c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, cette idée de publier ce que nous appelons souvent le meilleur de l'avenir, avec un comité de rédaction qui est à la fois bienveillant et exigeant, qui essaye d'allier exigence et bienveillance et de porter les premiers articles, les premiers essais des jeunes chercheurs. Simon a été rédacteur en chef, un brillant rédacteur en chef pendant 6 ans et vraiment 4 ans. Ah bon, tu vois, pendant 4 ans. J'ai eu la lourde charge de lui succéder comme rédactrice en chef, donc à la tête du comité de rédaction qui associe à la fois, et ça nous en sommes très heureux, à la fois des universitaires et des conservateurs. Et pour moi, c'est une logique importante en tant que conservateur. Je pense que l'histoire de l'art se fait à la fois à l'université, dans les musées, dans les bibliothèques, dans les centres de l'inventaire, dans les monuments historiques. Et c'est important de pouvoir le faire. C'est un comité très collégial et nous avons pour habitude de regarder tous les articles, quelles que soient nos spécialités, ce qui d'ailleurs permet d'avoir un œil neuf. C'est vrai que quand, par exemple, je regarde un article sur l'Antiquité romaine, on ne peut pas dire que, vous le savez, je suis 19e, on ne peut pas dire que j'ai une connaissance vraiment précise, mais par contre, ce que j'ai certainement, c'est l'intelligibilité du sujet. Est-ce que je comprends? Si je ne comprends pas, ça peut être déjà plus compliqué. Et c'est vraiment intéressant de le faire comme ça. Et on accompagne encore une fois les jeunes chercheurs. N'hésitez jamais, si vous êtes jeune chercheur, à vraiment pouvoir candidater. Les appels à contribution sont lancés sur le blog de l'APAO avec des thématiques. Notre prochain numéro pour lequel les contributions ont déjà été, l'appel à contribution a déjà été fait et on a eu un premier comité pour pouvoir les sélectionner, sera autour des musées. Et elle sera publiée donc à la toute fin de cette année ou au tout début de l'autre. Ensuite, on a une thématique autour de la Grèce. On a aussi une thématique à venir sur la production d'œuvres d'art. Et puis voilà, à venir. Ce que je voulais aussi dire, c'est que la revue bénéficie du soutien à la fois du Centre national du livre, de l'École du Louvre, de la Direction générale des patrimoines et de l'INHA. Donc c'est important aussi d'être à la fois soutenu par différents institutions. Et surtout ne pourrait pas être publié sans l'APAO, et je remercie son président qui est le directeur de la publication, Arnaud Pierre, qui est présent ici, et sans qui rien ne serait possible. Voilà, je voulais quand même dire un mot sur tous les éléments. Alors pour travailler sur ce sujet, donc on s'est donc notamment particulièrement intéressé aux 2 numéros qu'on avait coordonnés. Altérité, donc qui est ici, que je peux vous faire passer, je l'ai pris pour pouvoir vous le faire passer, qui a été publié en 2014. Merci infiniment Catherine. Merci beaucoup. Et une thématique qui a été vraiment une
thématique et pas vraiment forcément une thématique d'histoire de l'art. Et ça, je crois aussi que c'est une des grandes forces de la revue, c'est que la revue, bien sûr, son nom l'indique, une revue d'histoire de l'art, ça va de soi, mais qu'elle envisage la discipline, comme d'ailleurs la plupart d'entre nous l'envisageons, en lien avec les autres disciplines. Je crois que cette idée aussi de l'histoire de l'art au regard de d'autres disciplines compte beaucoup. Et c'est vrai que cette notion d'altérité posait aussi des questions, évidemment, ça va de soi, sociologiques par exemple, ou même éthiques, et posait aussi des questions, de questions aussi sociales, des questions aussi éventuellement raciales. Enfin, c'était voilà, pour nous quelque chose qui est important et qui est aussi présent dans l'histoire de l'art beaucoup, c'est son rapport avec les autres disciplines. Donc j'ai voulu vous présenter quelques éléments par rapport à un certain nombre des articles. Là, ici c'est le sommaire avec la couverture tout à fait étonnante. C'était pour cette couverture c'était pour ce numéro qu'on avait décidé de mettre en place, qu'on fait maintenant désormais, c'est-à-dire une image sur un fond coloré. Alors vous me direz qu'ici la couleur c'était noir, mais c'est vrai, mais c'était néanmoins une couleur. Et depuis, vous voyez, on a continué, puisque par exemple le numéro 30 ans est sur un fond bleu, et ce qui permet aussi, je crois, de bien distinguer les différents numéros. Donc simplement, je ne me permettrai pas de parler à la place des auteurs, j'en aurais d'ailleurs pas la capacité de parler de façon précise du fond des articles, mais ce que je voulais vous montrer dans cette présentation-là, c'était aussi comment un sujet comme celui-là, qui ramène à l'altérité et donc aussi à la figure du peuple et à soi et l'autre et à cette idée de rassemblement ou pas que permet le peuple. Est-ce que le peuple d'ailleurs est source de rassemblement ou source de division, ce qui est quelque chose sur lequel on peut s'interroger dans le domaine de la représentation avec l'histoire de l'art comme dans le domaine de la sociologie. Combien finalement ça brassait l'art, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, puisque un des articles qui avait été écrit par ma collègue Violaine Jamet, qui est conservateur en chef au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre, c'est que ça lui avait été l'occasion pour elle d'écrire un article sur ces figures de représentation de l'autre, d'une certaine manière, dans la Grèce antique, avec quelque chose qu'elle connaît bien, qui sont ces figurines de terre cuite, donc de la Béotie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et sur lequel elle a vraiment écrit un article très très intéressant, mettant en perspective cette représentation de l'autre, et montrant aussi combien ce rapport à l'autre, et ça je crois qu'on est vraiment dans cet enjeu de l'histoire de l'art dans la représentation du peuple, ce rapport à l'autre et ce rapport aussi du populaire joue à la fois par différence, et par différence non seulement de la représentation, avec ce que montre ici ce groupe de statuettes d'une certaine rapport de différents types de représentation, mais aussi, et c'est ce que montre la diapositive suivante, dans la représentation de quelque chose qui rompt avec les codes et les canons de la beauté. Et ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, très intéressant à souligner et qu'on a évoqué il n'y a pas tout à fait, il y a 2 heures dans la table ronde Courbet. Enfin, c'était Thomas Schlesser qui le rappelait, que d'une certaine manière, cette notion de peuple s'accompagne avec une sorte de rupture esthétique ou de rupture de l'harmonie esthétique. Je dis pas que c'est la réalité, je dis que c'est ce qui se passe dans la représentation et que c'est intéressant à considérer, et c'est ce que Violaine montrait pour l'époque. Pour la fin de l'époque classique et l'époque hellénistique, et que je vous montre ici avec 2 illustrations qui sont reprises de son article. Une courtisane obèse qui date de 300 avant Jésus-Christ, qui est conservée au musée du Louvre, et cette nourrice assise. Et on voit bien qu'on est ici très loin des canons de la sculpture grecque, et que cette représentation de l'autre est aussi donc rupture esthétique. Et ça, je crois que c'est extrêmement intéressant de voir que c'est quelque chose dont on aurait pu penser que ça naissait dans une sorte de caricature moderne ou contemporaine, donc de la fin du XVIIIe ou du XIXe siècle, mais on voit bien que ça puise à des modèles bien plus anciens que celui-là, et qui me semble tout à fait intéressant. Ça veut dire qu'il y a un enjeu aussi de la différence, que montrait très bien Violaine, mais aussi ce qu'elle montrait aussi de la multitude, et donc avec cette répétition de formes et de formes différentes.
L'enjeu du multiple aussi, de ces figurines n'étant aussi pas inintéressante, c'est que c'est aussi possible, je ne l'ai pas dit mais pardonnez-moi, ces figurines sont donc de dimensions relativement réduites et c'est aussi possible parce qu'elles s'adressent à des échanges, à un commerce, à une multiplicité qui permettent cette variation et qui permettent aussi la représentation de l'autre. Ça serait évidemment beaucoup moins facile avec le marbre. Un autre article dans le même numéro était avec le joli titre de Touche pas à la femme blanche, qui était un titre, à mon avis, le meilleur titre d'article qu'on avait donné depuis longtemps. Ça, c'est vrai que c'était jouant évidemment sur les titres de western, hein, mais ne parlons pas forcément de western, se touche pas à la femme blanche, et qui montrait quelque chose de très intéressant, qui était cette représentation assez tôt, parce que dès la toute fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, de la représentation des Indiens d'Amérique comme des sauvages, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait une superposition immédiate de ces Indiens d'Amérique par des sauvages. Ici, c'est un tableau de John Van der Leen, et qui est une jeune femme massacrée par 2 sauvages. Et ces 2 sauvages, alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont 2 sauvages. Bon, jusque-là, la sauvagerie nous apparaît quand même, je crois, assez fortement. Mais si vous regardez plus attentivement, l'Indien qui tient les cheveux de la jeune femme a des couleurs rouges et bleues, et que ces rouges et bleus renvoient au service des Britanniques, au service duquel il était. Et donc, en fait, que ces sauvages sont d'autant plus sauvages, du point de vue américain et de la jeune Amérique qui vient de se constituer, qu'ils étaient au service des Anglais. Donc, ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'il y a à la fois une altérité ici, qui est une altérité de la représentation, avec ces hommes qui sont différents de façon apparente, mais aussi une altérité de l'appartenance, puisque Van der Leen peint ce tableau en 1804, il est aujourd'hui conservé à Hartford, et c'est aussi une jeune Amérique constituée depuis quelques décennies seulement, qui montre que la sauvagerie ne peut être qu'au service de l'ennemi d'hier. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir ce domaine-là de la représentation et d'un fait de la différence et aussi de la notion de peuple avec ces différences au sein d'un même État. Toujours en Amérique, mais avec un autre article cette fois-ci, qui était sur la représentation et sur la représentation des personnes de couleur noire et la création des premiers musées, des premières expositions, plus des premiers musées qui étaient dédiés aux Noirs américains, avec un tableau là aussi très tôt. Ça avait été une des grandes surprises de cet article-là. Le tableau date de 1819, ce qui est vraiment tôt. Il est de Charles Wilson Peale, P-E-A-L-E. Il est conservé à Philadelphie. Et c'est d'un des tout premiers portraits d'un homme de couleur, même si le nom de cette personne a longtemps pas été connu, qu'il est maintenant, il s'appelait donc Yarrow Mammoth, mais pendant longtemps il n'a pas été désigné sous le nom de son nom à lui, mais simplement sur sa désignation de couleur. On est là sur aussi cet enjeu de la représentation, avec une représentation qui, on le voit bien, obéit au code de la représentation picturale du bourgeois, ici avec la pose, avec le fond qui est uniforme et éclairé, mais avec cette reconnaissance aussi d'autres éléments formant le peuple des États-Unis, même si on est à un moment, vous le savez, avant l'abolition de l'esclavage et de façon très avant l'abolition de l'esclavage, puisqu'on est presque 50 ans avant l'abolition de l'esclavage. Toujours dans le même article, et c'était intéressant, et j'avoue que pour moi ça a été une surprise, et je l'avais d'ailleurs indiqué cet élément-là à ma collègue et amie Isole Pludermacher quand elle préparait le modèle noir qui est en ce moment présenté au musée d'Orsay, c'est qu'il y avait eu, et je ne le savais absolument pas, c'est l'article qui me l'avait appris, une exposition, comme je le disais en même temps, une exposition de photographie des Américains noirs, puisque c'était American Negroes, à l'exposition de 1900. Avec à la fois des photographies, des estampes, des éléments. Donc voilà quelque chose qui, je crois, était relativement peu connu et qui était dit mis en avant dans le même article. Toujours dans ce numéro altérité, et j'ai choisi, je ne vous parle pas de tous les articles, mais j'ai choisi de vous montrer la variété aussi de ce dont il s'agissait et la manière aussi dont ça
peut permettre d'aborder ces différents points de la représentation du peuple, mais aussi de la réalité du peuple dans les sociétés considérées. Il y avait un article tout à fait intéressant donc de Sven Tauchité sur la caricature, et en montrant ici ces caricatures de Daumier qui jouent là aussi sur la diversité des races telles qu'on les percevait à ce moment-là, mais aussi sur une forme à la fois de modernité, que ce soit à la fois l'enjeu du zoo, donc zoo quand même invention moderne, ou à rebours de ce bourgeois courtisé par 2 femmes et qui dit et dire qu'à Paris je n'en aurais eu qu'une seule, et ici j'en avais 2. Elles datent toutes les 2 de janvier 1856. Alors un des articles que j'avais trouvé vraiment être une révélation, qu'il avait été pour moi quand il m'avait été envoyé, et pour nous tous, je crois, quand il nous avait été envoyé, c'est un groupe d'artistes australiens qui se dénommait les Antipodéans, donc ceux appartenant aux antipodes, groupe qui est constitué après la Seconde Guerre mondiale, et dont la réflexion est de se dire où nous situons-nous d'une certaine manière, quelle est notre appartenance dans le monde, et pourtant après la Seconde Guerre mondiale, donc après l'entrée en guerre de l'Australie. Enfin, il y a un moment donné où on pouvait imaginer qu'ils avaient l'impression d'appartenir au monde occidental moderne, mais c'est à ce moment-là qu'ils se définissent donc sous le terme des antipodéans, donc ceux qui appartiennent aux antipodes. Je ne connaissais pas du tout le terme, je dois dire, avant ce moment-là, je le confesse. Et avec ce sentiment, comme le montre particulièrement ce tableau sur lequel je vais revenir, d'être éloigné de ce qui pouvait se passer dans ce monde occidental auquel ils appartiennent néanmoins. Et ce tableau tout à fait étonnant, qui faisait la couverture du numéro, on l'avait choisi, tu t'en souviens Catherine, ensemble, qui est un tableau de John Brack, ça s'écrit B-R-A-C-K, et le titre du tableau, c'est Collins Street à 5 heures de l'après-midi, donc 5 p.m. Le tableau est conservé à Melbourne et date de 1955. Et donc, c'est la sortie des bureaux, la sortie à 5 heures du soir, 5 p.m., c'est la sortie des bureaux. Et ce que j'avais trouvé très intéressant, et que j'ai trouvé très intéressant en retravaillant cette conférence pour le lien avec le peuple, c'est qu'ici, on est dans la représentation du peuple tel que on l'entend dans la peinture certainement depuis la fin du XIXe siècle, donc ces groupements de foules que l'on a donc depuis la fin du XIXe siècle. On est vraiment dans cette même idée. Là, c'est la foule qui sort des bureaux dans une rue apparemment très passante de Melbourne pour regagner des trains de banlieue. Donc il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Dans ces tons très sombres, les visages des hommes et des femmes se confondent d'ailleurs avec ceux des immeubles et avec ceux de la végétation, avec un mouvement qui est un mouvement répétitif dans lequel finalement la foule a complètement englobé les différentes, en tout cas presque englobé, a avalé d'une certaine manière pour n'en faire que des nombres, chacun des individus. Et c'est pour le peintre l'idée de dénoncer cette société australienne qui éloigne du centre-ville de Melbourne vers des banlieues qui se créent, et donc la ville se vide de ces gens qui n'ont finalement pas d'identité propre. Et ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que ce sujet permet d'aborder, par un biais que je ne connaissais à vrai dire pas avant d'avoir dirigé ce numéro, le fait que, qu'est-ce qu'est le peuple? Est-ce que le peuple, c'est justement, et c'est ce qui était traité par Victoria Suleiman dans son article, est-ce que c'est le nombre, et est-ce que ce nombre fait force, ou est-ce que ce nombre au contraire renvoie à une forme de dolorisme, c'est-à-dire que est-ce que ce nombre est une force, ou au contraire est quelque chose qu'il faut stigmatiser, ce que fait ici en partie le tableau. Toujours de ce même groupe des Antipodéans, de Robert Dickerson, cet homme Man Sleeping on the Steps, donc cet homme dormant sur les marches de 1954, donc un peu contemporain, et qui renvoie là aussi à une société australienne où on pourrait imaginer que les hommes blancs tiennent le haut du pavé par rapport aux autres populations, mais où en fait on est à un moment donné où c'est
autres populations n'étant pas encore considérées comme elles sont aujourd'hui. On connaît bien maintenant la reconnaissance de l'art australien, notamment des aborigènes, et qui a été vraiment développée, mais ce n'était pas le cas à ce moment-là. C'est ça aussi qui est intéressant comme moment, où au contraire, finalement, ces hommes blancs australiens ne se sentent pas comme distingués par rapport aux autres, mais se sentent plutôt victimes d'un ensemble de la population par rapport au monde occidental dans l'ensemble. Et je trouve ce tableau très saisissant dans son rapport aux couleurs, avec à la fois cette sorte de désolation de la représentation très étrange de la figure humaine, et en même temps de ces couleurs relativement vives et lumineuses. Ce groupe de peintres, et ça pose aussi la question de la représentation de ceux qui sont eux-mêmes ceux qui représentent. Ce groupe de peintres avait le sentiment à ce moment-là d'être de vivre aux marges de la peinture et donc de chercher une reconnaissance. C'est pour ça qu'ils s'étaient désignés par un nom dans les galeries britanniques et américaines. Alors avant de donner la parole à Simon, je voulais simplement, en dehors de ces numéros-là, j'ai aussi un peu regardé dans les derniers numéros comment on avait abordé aussi, comment ça pouvait. Donc j'ai fait un choix, notamment dans un numéro animalité qu'on avait présenté l'année dernière au Festival d'Histoire de l'Art, et qui a été dirigé par Marion Duquerroy et par Natacha Pernac, donc, qui est aussi présent sur le stand de l'INHA. Et ici, c'est issu d'un article de Paul-Louis Roubert, sur le photographe, sur le portrait d'un photographe en singe, donc la manière dont le photographe a été souvent représenté en singe comme une machine mécanique. En fait, finalement, l'appareil photo est accessible à n'importe qui, un singe peut s'en servir, donc une sorte de répétition de la mécanique de l'appareil, donc une caricature qui date donc du début du XXe siècle, et là aussi c'est la représentation d'une figure du peuple. Et je voulais souligner que Paul-Louis Roubert donne une conférence sur cette thématique-là dans le festival. Alors je me souviens plus de la date et l'heure exacte, mais je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou demain, mais voilà, donc c'est intéressant aussi de voir ces éléments-là. Je ne l'ai pas dit, mais Paul-Louis, bien sûr, n'est plus un jeune chercheur, enfin c'est un toujours jeune, mais pas un jeune au sens inexpérimenté chercheur, puisqu'il est maître de conférence à Paris 8. Mais dans l'histoire de l'art, nous invitons aussi toujours des chercheurs confirmés pour des numéros perspectives, et c'était dans ce cas-là que nous avions invité bien sûr Paul, avec un très bel article sur ce sujet-là. Et puis peut-être pour conclure sur des choses un tout petit peu étranges de ce numéro sur animalité, qui là aussi renvoie sur d'autres figures du peuple. Là, on a parlé de ce qui fait, de ce qui peut constituer le peuple, y compris dans son anonymat et dans son indifférence, de ce qui au contraire peut distinguer le peuple par ses différences. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que le peuple est un balancement entre différence et indifférence aussi. Et ça, je pense que d'un point de vue esthétique, c'est extrêmement intéressant de se poser la question, ce balancement entre différence et indifférence. Deux autres exemples aussi tirés du numéro animalité sur des artistes, et ça m'avait un peu fait froid dans le dos quand on les avait publiés, mais nous avons publié quand même, des artistes qui travaillent sur finalement ce mélange de la représentation entre animal et humain. Ici, c'est une sculpture d'une jeune sculptrice qui s'appelle Lucy Glendinning, ça s'écrit G-L-E-N-D-I-2-N-I-N-G, Glendinning, et c'est un Feather Child, donc un enfant avec des plumes. C'est Feather Child 6 parce qu'elle fait des séries, ça date de 2012-2013, donc c'est une œuvre relativement récente comme vous pouvez le voir, où c'est une sculpture qui est souvent avec une base de cire ou de plâtre et qui est ensuite habillée de plumes, comme vous le voyez ici, avec quelque chose de très saisissant, un peu heurtant et en même temps très saisissant, sur des enjeux à la fois. La réflexion qu'elle a est à la fois portée sur des éléments anciens, elle puise évidemment aux métamorphoses antiques et à ces éléments-là, mais en même temps aussi c'est un questionnement sur quel est notre avenir, quel est l'avenir de l'homme, où irons-nous, jusqu'où irons-nous en termes de transformation dans un monde où finalement toutes les transformations à la fois biologiques ou chimiques semblent possibles. Et dans un même ordre aussi une autre artiste qui s'appelle Kate Clark, avec cette étrange œuvre qui est une œuvre donc d'un animal taxidermisé, mais à laquelle elle a donné un visage humain, et en jouant sur la manière dont on appelle
ces femmes, non pas âgées, mais ces femmes de mon âge qui vont chercher des hommes plus jeunes, des cougars. Et donc, sa sculpture s'appelle Cougar Hide et joue sur cette espèce de jeu entre humain et animal. Et la sculpture date de 2007. Les deux sont dans des collections privées. Peut-être juste pour conclure par rapport à d'autres représentations, celui-là est issu de l'avant-dernier numéro, qui était un très beau numéro, je dois dire, Asie-Occident, qui était coordonné par Judith Delphinaire, Julie Ramos et par Edith Parlier-Renaud, donc sur Asie. Et l'idée, c'était elles avaient, leur projet à toutes les trois, qu'elles ont diablement bien mené, je crois qu'on peut le dire comme ça, qui était de montrer finalement qu'il y avait d'autres orientalismes que simplement un orientalisme plus immédiat du Proche et du Moyen-Orient. Christine, c'est des sujets intéressants, et justement en allant sur une Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Extrême-Orient, et vraiment un travail très très intéressant. Et on avait envisagé avec Catherine et avec les coordinatrices de prendre cette affiche-là, enfin cette couverture-là, qui est une couverture de bande dessinée, de Captain America, comme vous voyez, la bande dessinée bien célèbre des États-Unis. Et en fait, les droits qui nous étaient demandés étaient trop chers pour les moyens de la revue, ce qu'on a regretté, parce que c'est vrai que c'était aussi intéressant. Et où là, je voulais le montrer dans le cadre de cette présentation, à la fois par rapport au rapport de l'art populaire qui est la bande dessinée, mais bande dessinée qui se nourrit ô combien, et on le sait bien, de l'art ancien, et qui aussi à rebours nourrit l'art contemporain. Donc la bande dessinée est vraiment aujourd'hui tient une place esthétique très importante, je pense, dans la diffusion des modèles, mais aussi en renouant avec ce que je montrais juste au début, de la figure de l'autre, de la figure de l'altérité, avec ce Bouddha qui menace Captain America, et d'ailleurs qui, dans l'histoire, a failli briser ce soldat de l'extrême, qui n'avait pas été brisé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a eu une maille à partir avec ce Bouddha qui était presque plus fort que lui. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, quelques numéros. Je passe tout de suite la parole à Simon Texier, qui est professeur à l'Université de Picardie. Merci beaucoup, Dominique. Alors, je vais juste un peu décaler la machine pour accéder plus facilement aux images. Non, c'est peut-être un peu dangereux. Ah non, c'est ça. Voilà, pardon. C'est bon. Hop. Hop. Et on y va. Comme ça, ça va. Bien, je vais vous présenter brièvement ce numéro de travail, et puis peut-être aussi revenir sur la manière dont on fabrique ces numéros. Dominique l'a déjà dit, mais je le redis. Alors, 2 maîtres mots, et je ne peux que les répéter après toi. Bienveillance et exigence, ou plutôt exigence, mais bienveillance. Puisque, en effet, il s'agit de publier pour 3/4 ou 4/5 d'entre eux des jeunes chercheurs, donc on le répète, il y a des coordinateurs de numéros. Alors c'est peut-être aussi l'occasion, juste une petite parenthèse, tu as cité le numéro Asie-Occident, je ne sais plus quel autre, voilà, qui sont des co-coordinations, et donc la revue a évolué lentement, mais sûrement, dans une ouverture non pas seulement disciplinaire, mais aussi une ouverture, disons, de son comité, de son fonctionnement. Jusqu'à maintenant, les numéros étaient des numéros collégialement décidés, c'est-à-dire que le comité qui se réunit tous les 2-3 mois discute d'un thème et justement essaye non pas de coller à l'actualité scientifique, mais d'accompagner une certaine évolution des connaissances, des préoccupations. Et pour vous dire la vérité, sur certains points, nous avons échoué. Par exemple, de temps en temps, on a lancé un peu des bouteilles à la mer, et la jeune recherche n'était pas encore prête pour ça. C'est pas du tout offensant pour la jeune recherche, mais il se trouve que le comité étant composé de chercheurs, entre guillemets, confirmés, il a une expérience, ce comité, il a des intuitions, et il se dit, tiens, on pourrait lancer cette idée, et la jeune recherche n'est pas encore là. Pour la petite histoire, on a eu un numéro qui a fini en un numéro 20e siècle et qui en fait était un numéro marge. On n'a pas eu de retour sur les marges.
Et c'est vrai que c'était un peu un piège, puisque chaque jeune chercheur étudiant s'est dit, bah oui, mais moi aussi, mon sujet marginal, c'est très bien, hein, parce que les marges constituent une sorte de territoire extrêmement vaste, mais aussi un peu flou. Et évidemment, chaque jeune chercheur a le sentiment que son sujet est extraordinaire, donc potentiellement marginal. Or, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Et donc, on a eu beaucoup de retours, mais relativement décevant, ce qui nous a amené, et en plus très centré XXe siècle, ce qui nous a surpris aussi. Et on le sait, c'est une dynamique de l'histoire de l'art aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée. Le XXe siècle y occupe une place, c'est un fait très important. Et là, on s'est retrouvé avec un numéro presque exclusivement XXe siècle, donc on a fini par le baptiser XXe siècle avec un petit sous-titre. Alors, je reviens sur ce que je voulais dire, surtout sur le fonctionnement du comité. On élabore des numéros avec un membre du comité, et plutôt deux, hein, en général, c'est plus facile, c'est moins éprouvant, parce qu'en effet, le travail de relecture et d'accompagnement est important, et heureusement, certains sont là pour en témoigner. On peut compter sur tous les membres du comité pour expertiser et accompagner un jeune auteur dans l'écriture ou la réécriture de son texte sur un point, sur un domaine particulier. Donc c'est pour ça que le comité comprend des membres qui sont antiquisants, médiévistes, etc., contemporanéistes, représentants des arts non occidentaux. Et tout ça permet en général de trouver toujours quelqu'un qui accompagne nos auteurs. Parfois, on fait appel aussi à des collègues qui sont spécialistes d'un sujet. Pour le numéro travail, on avait demandé justement à Arnaud Pierre, qui dirigeait le travail de deux des étudiants dont je vais parler, de nous donner son avis sur deux sujets qui se ressemblaient déjà. Et puis est venu le moment où, comme ça, un peu par hasard, mais on sentait venir la chose, la revue pouvait, et on a résisté un petit peu, pouvait devenir aussi une sorte de plateforme de publication pour des gens qui avaient qui avaient en quelque sorte des actes de colloque, des journées d'études en stock, et qui se disaient, tiens, ça pourrait faire un numéro thématique de votre revue. Bon. Ça, on a décidé qu'on ne rentrerait pas dans ce système, et je pense qu'on a bien fait. En revanche, on a accepté, lorsque l'occasion s'est présentée, de prendre la proposition de quelqu'un qui arrivait de l'extérieur en disant, bien, voilà, j'ai une idée, je viens vous proposer un sujet, est-ce que ça vous intéresse de faire un numéro de la revue là-dessus ? Et on a presque pris l'habitude, sans être systématique, de travailler comme ça. Ça a donné donc le numéro collage avec Isabelle Lévy, qui a travaillé avec Jéméry Kering. Ça a donné les deux numéros sur l'artiste historien. Ça a donné le numéro Asie-Occident, notamment. Et le numéro travail, non, a été fait par deux membres du comité. Donc voilà, pour remettre aussi un peu en perspective le fonctionnement d'une revue, qui forcément évolue selon les personnalités qui sont au comité de rédaction, qui sont rédactrices en chef. Les choses évoluent, mais au fond, on est resté extrêmement fidèle à un fonctionnement qui est une introduction qui rappelle les grandes lignes, les enjeux historiographiques d'un sujet, 3-4 articles dans la rubrique perspective confiés à des collègues confirmés qui eux aussi mettent en perspective de manière assurée, et là on leur donne quasiment carte blanche à part le nombre de signes. On leur donne carte blanche pour écrire sur l'un de leurs domaines d'expertise, et puis 11, 12, 13, 14, parfois 15 études sur le sujet qui constitue là le gros du numéro. Et puis, on voit aussi le logo du Centre allemand d'histoire de l'art, qui depuis quelques années contribue. Alors la rubrique a changé, et c'est une bonne chose parce qu'elle s'appelait méthode, ce qui n'était pas très... Voilà, ils ont baptisé cette rubrique accent allemand, ce qui est quand même beaucoup mieux, puisque depuis maintenant au moins 5 ans, la revue accueille un article publié en langue allemande et le traduit
rendant accessible une langue que tout le monde ne parle pas, tout le monde ne lit pas, et qui permet de faire rentrer cette historiographie de langue allemande dans la revue et d'ouvrir un peu le numéro vers d'autres choses. Voilà, alors pour parler un peu du numéro travail et puis le mettre en résonance avec le thème ici du peuple, alors forcément, le travail, peuple, on voit des liens évidents, mais est-ce qu'on peut réduire le peuple au peuple qui travaille? C'est ça qui était un peu amusant d'ailleurs dans ce numéro, puisque on avait un numéro travail donc, qui forcément a montré... alors, évidemment, l'iconographie médiévale, on la connaît, et là, Ambre Villain, Perrinman, et voilà, pour donc une jeune chercheure et une chercheur confirmée, était intervenue sur cette question du travail dans l'iconographie médiévale. Bon, je n'oserais pas me lancer dans les commentaires de ces images. On avait aussi Pascal Ballet qui avait traité des intarsiers, Alexandra Ballet, pardon. Plan d'épines, plus d'épines que de roses, le travail dans les intarsiers au Quattrocento. Vous voyez un autoportrait. Donc, on se doutait que ce numéro travail allait nous apporter une sorte d'iconographie bien connue, et c'était un peu le risque, pour tout vous dire, parce que... alors, là encore, pour faire un peu le off, c'est notre amie Claire Barbillon qui était à ce moment-là dans le comité, qui avait rédigé l'appel à contribution, et puis bon, j'ai récupéré le numéro que j'ai co-dirigé avec Olivia Voisin, qui est aujourd'hui directrice des musées d'Orléans, mais qui était en poste à Amiens. Donc on avait fait un tandem amiénois, en l'occurrence, pour organiser ce numéro qui était, à vrai dire, un thème, le travail, qui n'était pour ni l'une ni l'autre d'entre nous un sujet de spécialité. Donc on a fait un travail plutôt de coordination et d'harmonisation, mais on pouvait imaginer que l'iconographie autour du travail, voilà, allait tourner beaucoup autour de ça, parce que dans l'imaginaire esthétique, je dirais, de l'historien de l'art ou du citoyen moyen, le travail, c'est d'abord ce monde industriel au XIXe siècle. Et c'est vrai qu'on avait demandé à deux chercheurs, l'un de l'inventaire, l'autre du CNRS, Thomas Leroux et Nicolas Pierrot, qui venait d'ailleurs de réaliser une exposition sur les figures de l'industrie, enfin sur des sites industriels aussi, mais des représentations de l'industrie également en Île-de-France, qui avait fait un énorme travail à la fois d'inventaire de sites et puis un travail sur l'iconographie. Voilà, leur recherche nous avait paru importante, mais c'est vrai que sur le plan de l'iconographie, il y avait des choses qui étaient relativement classiques, et on voit aujourd'hui une iconographie qui d'ailleurs est d'autant plus appréciée aujourd'hui, que bien souvent elle n'est pas l'œuvre des grands maîtres, elle est dans certaines collections parfois un peu négligées de la ville de Paris, musée Carnavalet, mais aussi dans les réserves de la ville de Paris. Et puis il y a ce fameux musée qu'est la piscine, qui est lui aussi, même si on n'avait pas pris nécessairement d'images issues de la collection, aujourd'hui le musée de la piscine à Roubaix est un très bon endroit aussi pour célébrer ces figures des travailleurs. Bon, il y a toute une imagerie, alors, et la dichotomie entre le travail des champs et le travail des villes, des tableaux bien célèbres qui ont illustré nos manuels d'histoire plus que d'histoire de l'art, à vrai dire, parce que celui-là, moi j'avais un livre d'histoire du 19e, bon, il était en couverture dans la collection Point Seuil, c'est des images qui nous ont accompagnés, mais plutôt dans nos travaux historiques. Et donc cette iconographie, là c'est un tableau plus connu de Menzel, qui est accompagné un texte dans la rubrique accent allemand, un texte passionnant sur Nietzsche et le chemin de fer, et le rapport de Nietzsche d'une certaine manière à la modernité et à ce qu'il pressentait de cette émergence de nouvelles figures de la modernité. Chang Ming-Peng, également, notre collègue professeur à Lille, avait traité de cette iconographie. Mais dans ce numéro travail, on avait aussi besoin et envie d'être surpris et d'explorer des nouvelles iconographies.
Alors, je disais tout à l'heure, il y a eu un petit épisode assez amusant, notamment dans les débats du comité, puisque une jeune chercheure, Valentine Toutain-Quitelier, nous avait envoyé un texte. Je n'ai pas mis les images, mais vous les retrouverez facilement là-dedans. Le monde de la finance sous la régence d'Orléans, gestuelle nouvelle pour une économie nouvelle. Et alors là, on se retrouvait au sein du comité entre des membres qui disaient la finance, c'est du travail. Et bon, petit débat. Est-ce que la finance est un travail? Est-ce que la figure du travailleur laborieux, l'ouvrier, est la seule figure du travail dans une iconographie, quelle qu'elle soit, artistique ou non? Bon, ça a suscité un petit débat, et puis finalement on s'est dit, allez, on a un numéro qui est très axé justement monde ouvrier, pourquoi pas aller titiller un peu le lecteur et lui dire, potentiellement la finance est une forme de travail, peut-être pas très morale, bon, à voir. Alors, dans les surprises, il y avait des choses comme ça. Comment s'appelle ce texte de Franck Neury? L'artiste comme opérateur, figure du travail... non, pardon, c'est celui de Nicolas Laurent. Le tractoriste, héros de la sculpture, de la sculpture soviétique. Et on voyait cette figure du conducteur de tracteur. Là, je vous ne montre qu'une seule image. Mais là, on avait vraiment été étonné par un jeune chercheur, un normalien, qui travaillait sur l'iconographie soviétique. Et de fait, on va le voir avec la photo américaine, dans les années 30, il y a des iconographies, et on le voit bien aussi. Bon, là, en l'occurrence, dans ce numéro, il n'y avait pas du tout d'architecture, qui est plutôt mon domaine. On le voit bien dans l'architecture des années 30, entre soviétique, architecture soviétique, globalement architecture des pays totalitaires et architecture des pays démocrates. On ne voit pas toujours de différence, et l'exposition 37 le prouve. Et on le voit bien dans l'iconographie soviétique et américaine de la même époque. On a des choses qui, parfois, sont assez semblables. Alors j'en viens justement à ces deux textes. On en reparlait tout à l'heure avec Arnaud Pierre, puisque je m'enquérais du devenir de ces deux jeunes chercheuses, justement. Alors, malheureusement, semble-t-il, l'une a arrêté sa thèse, ne l'a pas terminée, l'autre l'a brillamment soutenue. Mais on avait deux jeunes doctorantes qui travaillaient l'une et l'autre sur la photographie de propagande, propagandaire, ce qui semble une sorte d'invention de l'une de ces deux chercheuses. Photographie de propagande de l'Amérique des années 30 et 40. Et là, il faut distinguer l'Amérique jusqu'en 39-40, enfin plutôt jusqu'en 41, quoique il est possible qu'entre 39 et 41, il y a un vrai distinguo aussi à faire. Et puis, l'entrée en décembre 41 des États-Unis en guerre, qui là mettent l'Amérique dans une autre posture. Donc, on pourrait distinguer 2 à 3 périodes. L'Amérique du New Deal, donc d'une reconstruction de l'économie, donc à travers la peinture, ça on le sait, mais à travers un certain nombre de grands programmes, la Tennessee Valley Authority, et puis ces programmes de photos qui sont assez bien connus, moi je ne les connais quasiment pas, mais enfin bien connus des historiens de la photographie, avec cette Works Progress Administration. Et dans les années 30, puis dans les années 40, années de guerre, on voit bien que la figure du peuple au travail devient un enjeu absolument primordial et un enjeu de positionnement par rapport à des ennemis, par rapport également à la question de l'altérité, on va le voir, puisqu'elle montre, au moins l'une des deux montre dans son texte, à quel point à un moment donné, l'administration américaine prend soin de ne pas seulement montrer le peuple américain blanc, les WASP, mais aussi le peuple américain dans sa globalité. On va le voir en apercevant une photo où un noir américain, un américain blanc et un chinois regardent dans la même direction. Donc voilà le texte ici de Laure Poupart, les portraits de travailleurs dans la propagande de la WPA. Bon, donc elle analyse très bien, et vraiment c'est
pour revenir sur cette mission qui est la revue Histoire de l'Art, on voit des jeunes chercheurs et chercheuses qui explorent des fonds, parce que l'histoire de l'art, elle se fait quand même en allant explorer des iconographies ou des fonds nouveaux. Là, il semble que les fonds américains, pour certains, ont été survalorisés dans un certain type d'iconographie, et puis pour d'autres, peut-être d'ailleurs de moins bonne qualité, et c'est l'un des éléments qu'elle discute dans son texte, parce que jugés d'une qualité esthétique un peu moindre, et peut-être à tort, ou en tout cas surdévalué, eh bien, on a des fonds entiers de plusieurs dizaines de milliers de clichés qui attendent dans les archives américaines. Donc ça, c'est le mérite de ces jeunes chercheurs que d'aller aussi sur le terrain, plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur place, pour explorer des fonds d'archives que, précisément, là, en l'occurrence, les chercheurs américains, pour l'instant, n'avait pas totalement défriché. Alors là, donc on voit cette Works Progress Administration qui cherche à occuper, on connaît bien le sort des peintres et des fresquistes, des peintres muraux qui ont été occupés à décorer à San Francisco et dans plein de bâtiments publics, des grands bâtiments publics pour avoir une activité rémunérés. Là, les photographes de cette administration sont des photographes chômeurs que l'on remet au travail et qui vont aller représenter eux-mêmes le travail. Le travail d'un peuple, donc d'un peuple dans ses différentes missions. On voit ici un jeune enfant qui vient se faire soigner. On voit un chercheur ici, à l'hôpital, un chercheur avec ses éprouvettes. Donc c'est pas forcément de la grande photographie, mais ce sont des corpus, donc plutôt dans une logique d'histoire, alors soit d'études visuelles, soit d'histoire de la photographie au service d'une étude plus historique sur les discours de l'administration, sur les valeurs que veut développer et veut faire transmettre cette administration. Donc différents photographes qui ont transmis cette image d'une Amérique qui se remet au travail, qui retrouve une certaine prospérité, une vie de famille, donc les valeurs aussi de l'Amérique. Et puis tout ça passe aussi par l'exposition, donc à la Foire internationale de 1939. Cette administration américaine, la WPA, met en scène son travail, et l'auteur ici met très bien en évidence le rôle de la mise en scène, du graphisme. Vous le voyez ici, ça peut nous faire penser à ce qu'en France on a fait, vous le verrez sur le stand des éditions Norma, pour ne pas citer, les livres sur Charlotte Perriand. Et Charlotte Perriand, en 1936-37, fait ce grand panorama photographique avec plusieurs artistes, architectes, pour la grande misère du monde, notamment de Paris, à cette époque-là, et grande fresque qui sera installée dans le ministère du Travail et qui a été récemment entièrement remise en scène au Petit Palais il y a quelques années. Voilà, des grands panoramas qui font dialoguer aussi l'iconographie et la propagande américaine avec les avant-gardes européennes. Et l'auteur parle notamment du rôle d'Herbert Bayer au Bauhaus, toute cette culture graphique qui est mobilisée ici pour valoriser un fond photo d'un genre particulier. L'autre article, donc Laure Poupart avait écrit le premier et Sarah Charluteau le second, une histoire photographique inédite de la figure de l'ouvrier dans la propagande américaine de 41 à 43. Vraiment au moment où l'Amérique entre en guerre. Donc le discours n'est plus le même, et cette image qu'on avait mise en couverture, vous la voyez en contre-plongée, elle est quand même assez impressionnante, photo d'Alfred Palmer, où vous voyez cette photo qui pourrait illustrer aussi bien la propagande soviétique du même moment ou de quelques années auparavant. Bon, donc
ça forcément, ça pose un certain nombre de questions sur le positionnement aussi de notre discipline, comment on parle de ces images, comment on les rattache à des idéologies ou non. Est-ce que c'est légitime ou pas de parler d'un art totalitaire ou bien d'un art démocrate? Ici, on voit d'abord une figure du travailleur avec sa force de travail, son outil de travail. Ici, l'appel est mis en scène avec un très beau flou qui donne le mouvement, à l'inverse du hiératisme de la figure du marteau ici. Voilà. Et puis cette ouverture à l'altérité. Le peuple américain, ça n'est pas seulement le peuple blanc issu de l'Europe, ce sont les Noirs américains, les Européens et les Chinois. Et ici, il regarde, puisque c'est qu'il regarde un objet, en sortant de l'usine, l'objet qu'ils ont créé. Donc il y a cette unité et ce regard, ces trois regards qui vont admirer leur création commune. Donc là, la figure du peuple et cette unité du peuple en guerre en dit long sur le discours de l'administration américaine. Voilà, alors je passe sur celle-là, bon, j'en avais apporté quelques-unes, celle-là, voilà, est l'une des plus belles dans la valorisation, là aussi, des Noirs américains. Et puis, le même Alfred Palmer a aussi élargir vers l'altérité du peuple américain, mais aussi cette féminisation et on commence à frôler là entre propagande, mise en scène du peuple et du travail, mais aussi d'une nouvelle figure qui est en train d'émerger, qui est la pin-up, la pin-up américaine. Autre très beau cliché, là en couleur, et on a eu la chance de pouvoir mettre ces photos parfaitement en couleur et avec un rendu qui, bon, vous pouvez le voir ici, les couleurs sortent extrêmement bien dans la revue. Ouais, c'est vrai que là, en plus, le travail chromatique du tableau, avec ces trois couleurs primaires, c'est quasiment du Eustache Le Sueur. Et toujours ce jaune, voilà des figures assez étonnantes. Bon, là, on est plus dans le... Bon, on a hésité pour la couverture. Bon, donc voilà des contributions qui sont, je trouve, assez saisissantes, qui permettent vraiment disons, à la fois d'élargir notre champ conceptuel, méthodologique aussi, parce que traiter d'un fond photo de plusieurs dizaines de milliers de clichés, c'est pas la même chose que d'étudier 10 ou 20 ou 30 tableaux. La question du nombre, la question donc du rapport entre art et politique, et toujours cette question des sources nouvelles, de l'enrichissement de notre connaissance grâce à des corpus. Ça, c'est ce que permet la revue, bon, et c'est ce qu'elle continuera de faire, parce que c'est vraiment cette mission, tout en accompagnant sur un plan plus intellectuel certaines des dynamiques qui se font jour. Voilà.